Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. J'espère que l'épisode numéro 10 vous a vraiment plu. Pour l'épisode 11, vous allez voir, on va entamer un sujet qui me passionne aussi extrêmement. On va donc se porter sur la considération sur la santé et la sécurité lorsqu'on crée une bulle warp. Vraiment, c'est incroyable comme sujet. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Il y a beaucoup de choses à comprendre, à intégrer. J'ai divisé cet épisode en deux pour pouvoir avoir un meilleur confort. On va d'abord se pencher donc, sur ce premier épisode sur les effets de la distorsion spatio-temporelle. Vous allez voir que c'est vraiment passionnant. Et aussi la protection et les contre-mesures. Et puis après, on finira par le point numéro 3 qui sera la recherche. Donc ça sera pour le prochain épisode, qui concernera la recherche médicale et l'adaptation biologique. Vous allez voir que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on va commencer tout de suite l'épisode numéro 11. Installez-vous correctement, confortablement, prenez un petit café, un petit thé, et c'est parti. Donc tout d'abord, faisons une petite introduction sur les considérations sur la santé et la sécurité de la bulle warp. L'exploration des voyages à des vitesses supraluminiques ne se limite pas donc à surmonter les défis technologiques de création et de maintien d'une bulle warp, elle implique également de garantir la sécurité et la santé de l'équipage qui serait exposé donc à un environnement extrêmement atypique. Donc cet épisode, on va dire ce premier épisode, il explore les risques potentiels et les mesures de sécurité qui sont nécessaires pour protéger l'équipage lors de voyages à des vitesses dépassant celles de la lumière. Donc tout d'abord, en fait, on a déjà l'effet de la distorsion spatio-temporelle. En gros, la distorsion spatio-temporelle, elle est nécessaire donc pour atteindre des vitesses supraluminiques qui pourraient avoir des effets imprévus sur le vaisseau et puis surtout sur ses occupants. Donc déjà, on va parler des risques physiques. Alors, les voyages à des vitesses supraluminiques, donc quand on manipule intensément la distorsion spatio-temporelle, elle introduit des risques physiques significatifs pour le vaisseau spatial et son équipage. Ces risques qui sont principalement centrés autour de la dilatation temporelle et des contraintes structurelles subies par le vaisseau. Et nous avons plusieurs dilatations temporelles. Nous avons d'abord la dilatation temporelle. Je vais y arriver. Donc, le concept de base. Alors, la dilatation temporelle, elle est prédite par la relativité générale d'Einstein et elle indique que le temps, il peut s'écouler à des vitesses différentes selon la gravité et la vitesse. Dans le contexte d'une bulle warp, où l'espace-temps est fortement courbé, donc pour permettre des vitesses supérieures à celles de la lumière, eh bien la dilatation temporelle elle pourrait devenir extrêmement prononcée. Ça a des implications pour la communication, par exemple. Donc si le temps à bord du vaisseau passe plus lentement ou plus rapidement que sur Terre, ça pourrait donc compliquer gravement la communication en temps réel. Et du coup, les messages ils pourraient nécessiter un ajustement pour compenser les effets de la dilatation temporelle, afin d'éviter des décalages qui pourraient s'étendre sur des heures, des jours ou même plus, des années. Et après, il y a la coordination avec les bases extérieures. La planification et la coordination des opérations entre le vaisseau ou n'importe quelle base ou satellite externe devraient également prendre en compte ces différences temporelles pour synchroniser les actions et les mises à jour de mission. Donc après, ça a des contraintes structurelles, donc il y a des effets sur la distorsion. Donc la création d'une bulle warp, elle implique de manipuler l'espace-temps devant et derrière le vaisseau, donc ça le comprime et l'étend respectivement. Et ces changements dynamiques et extrêmes de l'espace-temps, ça peut exercer des contraintes inhabituelles sur la structure du vaisseau, potentiellement au-delà de ce que les matériaux conventionnels peuvent supporter, sans déformation ou même la rupture. Après, dans les contraintes structurelles, on a la gestion des forces d'entrée et de sortie. En gros, lorsque le vaisseau entre et sort de la bulle warp, les transitions entre les états de distorsion normale et extrême, ça peut induire des forces de cisaillement et de tension importantes. Et ceci, en fait, ça nécessite des matériaux de construction avancés et puis même des techniques de conception qui peuvent accommoder ces forces sans compromettre l'intégrité structurelle du vaisseau. Et dans les contraintes structurelles, nous avons aussi la surveillance et la maintenance. Donc il va falloir des systèmes de maintenance et de surveillance en temps réel avec des protocoles de maintenance avancés qui devront être développés pour identifier et réparer rapidement les dégâts structurels qui pourraient subvenir au cours du voyage. Donc cela pourrait inclure l'utilisation de matériaux autoréparants
ou même de robots de maintenance autonomes avec de l'IA qui seraient capables d'effectuer des réparations en conditions de vol. Donc les risques physiques associés à la dilatation temporelle et aux contraintes structurelles, elles exigent, je vais y arriver aujourd'hui, des innovations significatives en ingénierie et puis une compréhension approfondie des phénomènes relativistes pour garantir la sécurité et l'efficacité des voyages à des vitesses supraluminiques. Alors on va se pencher un peu sur l'effet de l'équipage, sur l'équipage. La sécurité de l'équipage, donc c'est une préoccupation majeure lorsqu'il s'agit de voyages spatial, particulièrement à des voyages plus vite que la lumière, où il y a des phénomènes tels que la distorsion spatio-temporelle et même l'exposition à des champs de haute énergie qui entrent en jeu. Donc je vous ai fait une petite analyse vite fait détaillée, on va dire moyennement, des risques pour l'équipage et des mesures nécessaires pour garantir leur sécurité. Alors tout d'abord, on a les expositions aux champs de haute énergie. Donc la source de risque, c'est pour... Donc en gros, il y a une source de risque avec ces expositions aux champs de haute énergie. Donc pour maintenir une bulle warp, il faut des énergies considérables qui sont mises en jeu, et souvent sous forme de champs électromagnétiques ou gravitationnels extrêmement puissants. Donc ces champs, ils peuvent produire des radiations ionisantes ou non ionisantes à des niveaux qui ne sont pas encore correctement contrôlés et qui pourraient même dépasser les seuils de sécurité biologique humaine. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir comme mesure de protection pour contraindre ce risque-là ? En gros, on pourrait avoir des systèmes de blindage avancés qui devront être développés pour protéger l'équipage contre ces rayonnements. Et ces systèmes, ils pourraient inclure des matériaux absorbants qui vont absorber les radiations ou les champs magnétiques artificiels qui sont générés pour déflecter ou atténuer l'énergie des radiations entrantes. Et après, il va falloir une surveillance continue, donc des dispositifs de surveillance biomédicale qui seront en temps réel et qui seraient essentiels donc, pour mesurer l'exposition aux radiations de chaque membre de l'équipage et qui va déclencher des alertes en cas de dépassement des niveaux sûrs. Donc bien sûr, il faut de l'IA, il faut de la cybernétique, il y a des implants, pas mal de choses qui vont mesurer en temps réel votre corps. Ensuite, on peut prendre en compte aussi les altérations possibles des fonctions cognitives et physiques. Donc, on a des incertitudes biologiques. On n'est pas encore tout à fait sûr là-dessus, d'après ce que j'ai fait comme recherche. L'influence potentielle des champs de haute énergie et puis même des distorsions spatio-temporelles sur notre biologie humaine, c'est un domaine qui n'a pas été encore exploré, ou très peu. Et il y a des recherches préliminaires qui suggèrent que ces conditions pourraient avoir des effets délétères sur les fonctions cognitives, telles que la mémoire ou la concentration, et même sur les fonctions physiques qui vont potentiellement affecter votre système nerveux, votre cœur, et même d'autres organes vitaux. Donc il va falloir pour contraindre ça, il va falloir des protocoles de sécurité biomédicale. Des protocoles de sécurité biomédicale qui devront être mis en place pour surveiller et évaluer la santé cognitive et physique de l'équipage en continu. Et ces protocoles, ils vont comprendre des évaluations régulières à l'aide d'outils de diagnostic avancés à bord du vaisseau, un peu comme dans les films de science-fiction qu'on voit actuellement. Et donc bien sûr, ça demande de la recherche avancée. Il va falloir des études approfondies et des simulations, des expériences en labo. Ça va être nécessaire pour comprendre un peu mieux ces conditions de vol à des vitesses supraluminiques et comment elles affectent le corps humain. Donc ça va permettre de développer des contre-mesures efficaces pour protéger efficacement l'équipage. Donc les effets potentiels des voyages à vitesse supraluminique sur l'équipage, ils soulèvent des préoccupations sérieuses qui vont exiger forcément des innovations technologiques et biomédicales avancées. Et cette mise en œuvre de mesures de sécurité qui seront de toute façon rigoureuses. Et la poursuite des recherches sont cruciales pour garantir que de tels voyages puissent être réalisés sans compromettre la santé et le bien-être des personnes impliquées. Vous avez vu, ce point-là, déjà, il est vraiment passionnant. On a quand même un petit peu survolé toutes les mesures de sécurité, entre guillemets, les idées qu'on pourrait avoir pour contrer ou avoir des contre-mesures. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail dans le point numéro 2, donc sur les protections et les contre-mesures. Et on va voir comment développer des systèmes de protection efficaces et comme quoi c'est crucial pour assurer la sécurité de l'équipage. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail, vous allez voir, on va parler des systèmes de boucliers déjà, pour commencer. Donc pour protéger efficacement un vaisseau spatial et son équipage lors des voyages à des vitesses supraluminiques, le développement et l'intégration de systèmes de boucliers sophistiqués sont essentiels. Et ces systèmes ils doivent être capables de contrer le rayonnement nocif et de renforcer même la structure du vaisseau pour résister aux forces extrêmes. Donc j'ai exploré un peu, les types de boucliers qui pourraient être envisagés dans un futur proche.
Et du coup, je vais vous en proposer deux, hein. Donc il y a le bouclier de rayonnement et le bouclier à renforcement structurel. Alors, le bouclier de rayonnement, c'est une technologie avancée, hein. Donc la conception de bouclier de rayonnement, elle impliquerait l'utilisation de matériaux composites avancés ou de champs électromagnétiques actifs, hein, qui peuvent absorber ou dévier les particules de haute énergie. Et cela pourrait inclure des polymères enrichis de composés absorbants, de composés qui absorbent les radiations, pardon, ou des systèmes de confinement magnétique même qui sont similaires à ceux utilisés dans les réacteurs de fusion. Alors comment ça fonctionne? Ces boucliers ils fonctionneraient en créant une barrière entre l'espace extérieur et la zone habitable du vaisseau. Et du coup, ça bloquerait ou réduirait les rayonnements ionisants, hein, tels que les rayons gamma ou les rayons X cosmiques. Et leur conception, elle doit permettre en fait une adaptabilité aux différents niveaux de rayonnement qui sont rencontrés, hein, dans divers environnements spatials lors des voyages. Et après, donc, comment on intègre cette technologie? En fait, l'intégration de ces boucliers nécessiterait donc une coordination avec d'autres systèmes du vaisseau, hein, qui vont assurer que les systèmes de support de vie et les instruments de navigation ne soient pas affectés, hein, par les mesures de protection contre les radiations, bien sûr. Parlons du deuxième type de bouclier qui est envisagé, c'est le renforcement structurel. En gros, il va falloir faire des innovations matériaux, hein, pour avoir ça, pour créer ce genre de bouclier. Déjà, l'amélioration des matériaux utilisés dans la construction du vaisseau, elle est primordiale pour résister aux contraintes physiques de la distorsion de la bulle warp. Donc ça pourrait inclure le développement de métamatériaux ou de composites à matrice nanostructurée qui vont offrir en fait une résistance exceptionnelle, hein, tout en étant légers. Les ingénieurs ils devront envisager des conceptions qui permettent aux structures de fléchir ou de s'adapter aux forces dynamiques, hein, sans subir de dommages permanents. Donc ça pourrait inclure l'utilisation de géométrie optimisée, hein, par des algorithmes informatiques pour distribuer les forces de manière uniforme à travers le cadre du vaisseau. Et il y aura des simulations avancées et des tests en environnement contrôlé qui seraient nécessaires donc pour valider l'efficacité de ces améliorations structurelles, forcément. Et ces tests, ils aideraient donc à identifier les points faibles potentiels et les nécessités de modification, hein, avant la mise en production et même l'utilisation opérationnelle. Donc les systèmes de bouclier, qu'ils agissent de protection contre les radiations ou de renforcement structurel, ils sont cruciaux pour la viabilité des voyages supraméniques. Leur développement nécessaire, c'est une approche multidisciplinaire, donc elle combine les dernières avancées en physique, en ingénierie des matériaux et en technologie spatiale. Et ces systèmes, ils ne se contentent pas de protéger contre les dangers immédiats, mais contribuent également à la durabilité à long terme, hein, de la mission spatiale. Faisons un tour d'horizon sur les protocoles de sécurité, un peu moins passionnant, je peux vous l'accorder, mais qui mérite quand même son propos. La mise en œuvre des protocoles de sécurité robustes est indispensable, hein, pour garantir la santé et la sécurité de l'équipage lors de voyages à des vitesses supraluminiques. Ces protocoles ils doivent non seulement surveiller l'état de santé de l'équipage, mais aussi les préparer efficacement à faire face aux défis uniques, hein, posés par de telles missions. Donc il y a un petit examen détaillé que je vous ai fait, hein, des éléments clés de ces protocoles de sécurité, qu'on a déjà parlé, mais que je reparcours. En gros, vous avez donc la surveillance médicale continue, donc il va falloir avoir des systèmes de surveillance avancés, donc intégrer des technologies biomédicales avancées, hein, qui permettront une surveillance continue et en temps réel des signes vitaux, pardon, de l'équipage, tels que la fréquence cardiaque, la pression sanguine, les niveaux d'oxygène, les marqueurs biochimiques. Et puis, donc, ces systèmes, en fait, ils utiliseraient donc des capteurs non intrusifs intégrés, hein, dans le vêtement ou implantés sous la peau. Ensuite, on pourrait aussi, donc pour la surveillance médicale continue, on pourrait aussi mettre en œuvre des analyses et des interventions automatisées. Donc des algorithmes de machines qui vont apprendre d'elles-mêmes, hein, des IA, qui pourraient en fait analyser les données collectées, hein, pour détecter des anomalies ou des signes de détresse psychologique, physiologique et psychologique. Et en cas de problème détecté, en fait, le système il pourrait automatiquement administrer des traitements médicaux ou alerter le personnel médical pour une intervention. Bon, là, c'est un peu du futur, mais bon, ça fait un peu peur même. Mais bon. Ensuite, on a l'intégration donc avec le système de gestion de vaisseau. Il va falloir intégrer le personnel, hein, et l'équipage, quoi, en gros, au vaisseau lui-même, hein. Il va falloir que ça soit qu'une seule et même entité. Donc, il va falloir des systèmes de surveillance qui seraient intégrés dans le système de gestion globale du vaisseau. Et ça permettrait une réponse coordonnée en cas d'urgence médicale, y compris la réorientation du vaisseau, hein, vers le centre du médical le plus proche si nécessaire, quoi. Donc, bien sûr, ça demande de la formation et de la préparation. Il va falloir donc soumettre l'équipage du vaisseau donc, à des simulations réalistes. Il va falloir donc préparer l'équipage donc, à des simulations de vol avancées, hein, qui vont reproduire non seulement
les aspects physiques du voyage à haute vitesse, mais aussi ses impacts physiologiques. Et donc ces formations, elles vont aider l'équipage à développer des stratégies pour gérer l'isolement, le stress et les dynamiques de groupe, dans un environnement confiné et sous haute pression. Alors, je pense que ça existe déjà sur Terre. Ensuite, il va y avoir des programmes de résilience mentale. Il va y avoir des psychologues qui seraient spécialisés en fait dans l'aviation et la performance humaine, qui vont élaborer des programmes pour renforcer la résilience mentale de l'équipage. Donc ça va inclure des techniques de gestion de stress, de méditation et de cohésion d'équipe, qui est très importante. Et après, donc forcément, une formation continue. Donc l'équipage, il va devoir bénéficier de mises à jour régulières sur leur formation, qui seront basées donc sur les dernières recherches et les découvertes en médecine spatiale et en psychologie. Et ça va assurer donc forcément, de facto, ça va leur assurer en fait à répondre efficacement en fait aux conditions changeantes d'un voyage spatial prolongé. Pour conclure en fait sur ce premier épisode, de l'épisode 11, en gros, vous avez compris, les protocoles de sécurité pour les voyages à des vitesses supraluminiques, ils englobent à la fois des technologies très avancées pour la surveillance médicale, et il y a un cadre éthique aussi qu'il va falloir prendre en compte, et aussi des programmes intensifs de formation et de préparation. Donc la mise en œuvre de ces protocoles, elle est essentielle pour maintenir l'intégrité physique et mentale de l'équipage, qui va maximiser ainsi les chances de succès et de bien-être tout au long de leur mission, quoi. Vous avez vu, on est rentré un peu dans le délire, voilà, on a essayé de se mettre un petit peu à la place d'une personne qui pourrait effectivement mettre en place tout un équipage pour les préparer à un voyage supraluminique. Ça donne quelques idées, il n'y a pas tout, mais voilà, ça pourrait durer un peu plus longtemps. Mais ça vaut le coup quand même de faire le tour là-dessus. Pour le deuxième épisode qui va suivre, donc ça sera juste après celui-ci, je vous le poste juste après, vous inquiétez pas. Comme ça vous avez la suite, les 2 épisodes d'un coup pour l'épisode 11. On va se concentrer sur la recherche médicale et l'adaptation biologique. C'est un sujet aussi qui est très très intéressant. On va faire même un petit survol aussi des études en bioastronautique. Vous allez voir aussi, c'est un terme peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et on parlera aussi des développements de technologies adaptatives, qui est selon moi aussi le futur. Et après, on fera une belle conclusion de cet épisode 11 sur les avancées et les défis en matière de sécurité spatiale. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu en tout cas. Prenez soin de vous, profitez du soleil si vous en avez. J'avoue que il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc profitez-en en tout cas et à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao ciao.